Go. Get out of my country. Get out. This is Not my, about I'm you. a US citizen too. Nashville, bastion de la musique country et fief du Parti démocrate dans le Tennessee. Frank Mitchell, lui, préfère le jazz et vote républicain. Ce millionnaire est venu inverser la tendance du coin à coups de billets verts. Il est le sponsor principal de la grande messe du jour du Parti républicain. Nous croyons en une nation unique, chrétienne, indivisible, avec liberté et justice pour tous. Ce sont les fondations de l'Amérique. Plus personne n'ose le dire parce que c'est devenu politiquement incorrect. Mais aujourd'hui, on a peut-être un candidat prêt à se battre pour ça. À 4 mois des primaires, qui est donc le grand favori de la droite américaine ? Grâce à sa généreuse participation, Frank a droit aux honneurs de la scène. Il a quelques minutes pour chauffer la salle et défendre son poulain. Il n'y a qu'un seul candidat, tout parti confondu, capable de défendre notre pays face aux puissances étrangères. C'est mon opinion. Vous avez le choix, mais pour moi, c'est Donald Trump. Frank le millionnaire a choisi Donald le milliardaire. Le businessman excentrique rassemble aujourd'hui derrière lui tout ce que les républicains comptent de mécontents. J'aime Monsieur Donald Trump. J'ai attendu 22 ans quelqu'un comme ça. Qui est Donald Trump, leur champion ? Un milliardaire de 69 ans qui a fait fortune en reprenant le business immobilier de papa tout en le faisant fructifier. Il est aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à 4 milliards de dollars et propriétaire du concours Miss America. Un homme à l'ego surdimensionné qui met sa tête sur tout ce qu'il produit, des bouteilles d'eau au gratte-ciel, et qui adore faire le show devant les caméras, comme lors de ce combat de catch. Après le catch, il s'est mis à la politique. Son programme, sauver l'Amérique, tout simplement, comme il le dit dans son clip de campagne. Les politiciens parlent beaucoup mais n'agissent pas. Rétablissons la grandeur de l'Amérique. Son plus haut fait politique jusqu'à aujourd'hui, mettre en cause la légitimité du président Obama en affirmant qu'il n'est pas né aux États-Unis. Un mensonge évidemment, mais qu'importe. Trump est à droite de la droite et il hait Obama. Il est aussi raciste et misogyne. Bonjour tout le monde. Il a tout pour plaire ici. Il est en tête dans les sondages, devant tous les autres candidats républicains. Pourquoi pensez-vous être le meilleur pour l'Amérique ? C'est pour la télévision française. Parce qu'on va changer le visage de ce pays et le rendre fort et grand. Ok, à qui est ce stylo ? Merci à tous. En juin dernier, sa candidature a commencé comme une farce, mais aujourd'hui, plus personne ne rit, à part ses supporters. Vous n'avez peur de rien, bravo! À chaque meeting, Trump dézingue à tout va. Sa cible privilégiée, les étrangers. Il mélange délinquance et immigration et promet de construire un mur de 3000 km de long entre les États-Unis et leurs voisins mexicains. La semaine dernière en Californie, une femme de 66 ans retraitée a été violée, sodomisée, torturée et assassinée par un immigré clandestin. Voilà ce qui se passe avec des gens stupides à la tête de l'État qui laissent des flots de clandestins franchir nos frontières. Donald Trump repart en champion. Les sondages le donnent vainqueur au niveau national. Si vous devenez président, je vous aiderai à bâtir ce mur. Vous êtes d'accord avec moi, tout le monde ? Donald Trump surfe sur une grande popularité qu'il est allé chercher sur le petit écran. Depuis 10 ans, il est le héros d'une émission de télé-réalité. My name's Donald Trump, and I'm the largest real estate developer in New York. I own buildings all over the place, golf courses, casinos. I'm looking for The Apprentice. Devant les caméras de NBC, le milliardaire fait passer des épreuves de business aux candidats. Il offre un job aux vainqueurs et humilie les autres. Gilbert, you're fired. 6 millions de téléspectateurs en moyenne. Passé de star de la télé à président, Donald Trump commence à y croire.
C'est ce que nous confirme Bo Dietl, un ancien flic reconverti dans la sécurité privée pour VIP. Là, c'est Donald Trump. C'est Donald et moi lors de l'inauguration d'un de ses golfs. Cet ami de 30 ans du milliardaire était dans la confidence de cette candidature surprise. Il raconte beaucoup de bobards. Tout ce qu'il avance n'est pas toujours vrai. Alors quand il a annoncé sa candidature, j'ai cru à une énième plaisanterie de sa part. Mais tout à coup, ce qui n'était au départ qu'une fantaisie a pris de l'ampleur. Et maintenant, il est lancé pour de bon. Il y croit vraiment. Il veut toujours devenir le meilleur dans tout ce qu'il entreprend. Alors en tant que président, il fera pareil. Et pour monopoliser l'attention, Trump attaque tout azimut, grossièrement. Dans son propre camp, il tacle John McCain, vétéran de la guerre du Vietnam et ancien candidat républicain. C'est un héros parce qu'il a été capturé. Moi, j'aime ceux qui ne se font pas capturer. Désolé de vous dire ça. Aucun tabou et aucune classe non plus. Les questions d'une journaliste le dérangent. Si elle est trop agressive, c'est sans doute parce qu'elle a ses règles, dit-il. Elle a commencé à me poser des questions ridicules. On voyait du sang sortir de ses yeux et aussi sortir de... Enfin, vous voyez quoi. Et encore et toujours, son délire raciste contre les latinos. Ils amènent de la drogue, de la criminalité. Ce sont des violeurs. Lors d'une conférence de presse, Trump fait même éjecter le journaliste vedette d'une chaîne latino qui voulait simplement lui poser une question sur l'immigration. Le journaliste est ensuite pris à partie en coulisses par un directeur de campagne. Get out of my country. Get out. It's not about you. I'm a US citizen too. Mais ces dernières saillies pourraient lui coûter cher, électoralement parlant. À Miami, nous avons rendez-vous avec Roberto Rodriguez. Il présente le JT de la grande chaîne latino-américaine Mira TV. Après avoir parlé de Trump, on va enchaîner avec Trump et sans doute on finira avec Trump. Trump fait sourire la communauté latino car il sous-estime sa puissance électorale. Avec 16% de la population, c'est la première minorité ethnique du pays. Ce qui se passe, c'est que Trump a amené tout le parti républicain à surenchérir sur des discours anti-hispaniques et anti-immigrés. Et le résultat de cette surenchère dépasse Trump lui-même et finit par affecter l'image du parti tout entier et lui porte préjudice. C'est un problème très sérieux pour le parti républicain, qui a absolument besoin de cette communauté pour gagner les élections. Trump indispose de plus en plus de gens, républicains comme démocrates. À New York, sa ville natale par exemple, plusieurs chaînes de télévision ont rompu leur contrat avec lui et le célèbre grand magasin Macy's a retiré ses produits de la vente. Un manque à gagner de plusieurs millions de dollars. Mais Trump n'en a cure. Il finance lui-même sa campagne et avec ses 4 milliards de dollars de fortune personnelle, il fait ce qu'il veut. Et pour interviewer ces deux anciens mineurs, en dehors de leurs heures de travail, mieux vaut avoir pas mal de bouteilles. Tiens, fillette, t'es prête? Je ne peux pas boire ça. Tu bois comme un mineur de Pennsylvanie. Bon, c'est bon là, non? Attends, c'est que le début. En Pennsylvanie, les fans de Trump ne se cachent pas. On l'adore! Allez, Trump! Ce qu'on aime chez les Américains, c'est qu'ils font jamais rien à moitié. C'est peut-être la seule fois de tout le road trip où on le croisera. Hein. Mieux qu'un tract ou qu'une pancarte, la maison étendard. Ah, j'adore. De la tête aux pieds, quoi. Même les chaussettes. I like it, hein. Depuis son ouverture il y a 3 mois, des milliers de visiteurs sont passés par là. Ok.
Moi, je suis Leslie. C'est vous la propriétaire? C'est moi, on fait la promotion de Monsieur Trump pour les présidentielles. On est super excités de l'avoir comme candidat. Mère de 7 enfants, agent immobilier, Leslie a investi une partie de ses économies et de son temps libre pour défendre les couleurs de son candidat préféré. Vous aimez son visage? Tout à fait. Il fait vraiment président. Les gens aiment l'imprimer camouflage. On a beaucoup de chasseurs et d'anciens combattants dans le coin. Il y en a pour les motards, pour les militaires, pour les chasseurs, les roses pour les femmes. Celle-ci, les femmes l'adorent. Et les t-shirts roses aussi. Et il y en a même pour ceux qui n'ont jamais voté républicain. Ici, les démocrates sont contre leur propre candidat. Ils vont voter Trump. Regardez, il y en a derrière vous. On est démocrates. Mais on va voter Trump. Vous êtes démocrate et vous votez Trump. C'est ça. C'est lui le meilleur. Bien meilleur qu'Hillary. On est plein à voter pour lui. La Pennsylvanie, c'est un État démocrate. Mais cette fois-ci, on espère bien le faire basculer dans le camp républicain. La Pennsylvanie votait républicain, du jamais vu depuis 25 ans. Donald Trump a su trouver les mots pour séduire un électorat blanc, pauvre et peu diplômé. Là où Hillary, elle, a commis l'une des plus grosses bourdes de sa campagne. Et il va falloir mettre beaucoup de mineurs et d'entreprises du charbon sur la paille. Une grosse faute de goût dans cet État à forte tradition minière. Ces ouvriers qu'Hillary a laissé tomber, je suis partie à leur rencontre, au sud de Pittsburgh. À Waynesburg, les rues sont tristement calmes. Fini l'extraction de charbon. Au chômage, les 400 salariés de la mine. Il y avait des milliers de personnes qui travaillaient ici. Et maintenant, tout le monde est parti. Il n'y a plus personne. Brian, 33 ans de carrière, à 200 mètres sous terre. On a plein de cicatrices. On a les os brisés, les poumons déglingués. Mais on ne s'en plaint pas. La seule chose qui nous préoccupe, c'est de retrouver du boulot. Brian a perdu son job dans cette mine, l'une des principales de la région. Elle a fermé il y a 1 an. Là, il y avait un tapis roulant. Ils l'ont retiré. Oh mon Dieu. 1 an, et déjà, elle appartient au passé. Tiens, regardez-là. Oh, wow! Il y a des dents. Crazy. C'est fou, il y en a plein. C'est vraiment la nature qui a repris ses droits. Avant, Brian votait démocrate. Cet endroit vide, sans mineurs, ça explique votre vote pour Trump? Exactement. Ils n'ont pas pu garder cette mine en activité parce qu'elle n'était plus rentable financièrement. Et c'est à cause de toutes les règles imposées par ce gouvernement écolo. Quelle honte. Avec Trump, ça sera différent, peut-être. Allez, on y va. Dans la région, pas un mois ne passe sans qu'une mine ferme. À Waynesburg, le taux de chômage frôle les 8%, 3 fois la moyenne nationale. Et pour retrouver du boulot, les anciens mineurs sur le carreau peuvent compter sur le pôle emploi local. Enfin, en théorie. Bonjour, vous c'est Dave? Oui. Et vous aussi? Ouais. En fait, pour travailler ici, il faut s'appeler Dave, c'est ça? Non, non. Imaginons, je suis un mineur au chômage et je cherche du travail. Je viens vous voir. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, vous allez me demander un job à 30 $ de l'heure comme au temps de la mine, mais il n'y en a pas. Effectivement, les rares boulots dispo dans le coin ressemblent plutôt à ça. Manutentionnaire. C'est à 40 km d'ici, 14 $ de l'heure, et c'est tout. Et cette offre-là, c'est seulement 10 $ de l'heure. Et en plus, il faut 1 an d'expérience. La plupart de ces gars-là n'ont jamais rien connu d'autre. Ils sont rentrés à la mine après le lycée, il y a 30 ou 40 ans. Que voulez-vous qu'ils fassent? C'est un bouleversement énorme. Il faut comprendre leur stress et leur colère.
Passer de 100 000 $ de revenus annuels au SMIC, c'est sûr qu'il y a de quoi être frustré. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un des candidats qui pourrait vous soutenir plus que l'autre? Dans ce bureau, nous ne sommes pas autorisés à parler politique. Alors allons-y, sortons. Ouais, mais pas ici en tout cas. Et pour interviewer ces deux anciens mineurs, en dehors de leurs heures de travail, mieux vaut avoir pas mal de bouteilles. Tiens, fillette, t'es prête? Je ne peux pas boire ça. Tu bois comme un mineur de Pennsylvanie. Bon, c'est bon là, non? Attends, c'est que le début. Dave et Dave ont une bonne descente et une candidate qu'ils aiment bien descendre en flèche. Et vous les Français, vous voudriez qu'on vote pour qui? Me dis pas Hillary, hein? À les écouter, les États-Unis c'était vraiment mieux avant. Et l'Amérique d'avant, c'est justement ce que Trump leur a promis. Il y a 40 ans, 99,9% de l'acier, d'où venait-il? De Pittsburgh. Il y avait des aciéries tous les 6 mètres. Et d'où provenait l'énergie pour faire tourner tout ça? De nos mines de charbon, par ici. Pourquoi ça ne pourrait pas être à nouveau comme ça? Après les supporters de Trump, autour de ceux d'Hillary. Et ces électeurs-là, on les trouve plutôt en ville, dans l'économie high-tech. Me voici à Pittsburgh, laboratoire à ciel ouvert d'innovation. Dernière en date, une centaine de voitures sans pilote comme celle-ci. Un service de taxi expérimenté par la firme Uber. C'est marrant, souriez, vous êtes filmé. On est derrière une voiture sans chauffeur, blindée de caméras. Il n'y a pas de pilote au volant, c'est une première mondiale. Ça se passe qu'à Pittsburgh. Ils ont tout misé sur les nouvelles technologies pour créer de l'emploi. Et là, on roule vers le futur, là. Coucou! Salut! Pittsburgh, c'est la ville qui donne raison à la stratégie démocrate. L'histoire d'une désindustrialisation réussie grâce à l'université. Excellent. Ici, les robots ont déjà commencé à remplacer les humains. Fini les mineurs, vivent les ingénieurs pour reprendre en main la croissance. Grâce à des inventions super utiles. C'est un robot qui va m'aider à manger des marshmallows, quoi. Hey! Super! Nous envoyons des robots sur la Lune, on en met sous terre, dans les mines, chez les gens et dans les voitures. C'est un endroit fabuleux ici pour faire de la robotique aujourd'hui. Vous savez, il y a cette idée que quand on met un robot à la place d'un être humain, on détruit un emploi. Au contraire, on crée un emploi. Quand l'automobile est arrivée, les gens qui fabriquaient des calèches se sont retrouvés sans travail. Ils ont dû apprendre la mécanique. Nous allons connaître la même transition des vieux métiers vers les nouveaux métiers avec la robotique. Les emplois vont juste se transformer. Ce changement peut-il bénéficier à tous? Et quelles en sont les conséquences politiques? L'un des artisans de la transformation de Pittsburgh, c'est le maire de la ville. Bill Peduto est démocrate, très bon copain d'Hillary. Comme elle, l'acier et le charbon, il préfère les voir en peinture. Diriez-vous que les créations d'emplois dans la robotique vont compenser les pertes dans le secteur des mines? Non, pas immédiatement. Tout le monde n'est pas prêt et tout le monde n'en bénéficiera pas non plus. Le progrès se fait petit à petit et nous devons en faire plus pour préparer les gens aux emplois de demain, au lieu de nous battre pour être le dernier endroit sur Terre à reposer sur les énergies fossiles. Quitte à laisser tomber les ex-mineurs, un risque électoral accepté par les démocrates. Est-ce que la Pennsylvanie va voter démocrate ou républicain cette année? Cette année? Pour Hillary, c'est sûr qu'il faudrait mieux qu'elle emporte ici, et je vais tout faire pour. Mais il va falloir se battre. C'est un combat. Oui, tout le monde est d'accord là-dessus. La Pennsylvanie est un État clé. Et s'il ne la gagne pas, Trump ne pourra jamais devenir président. En Pennsylvanie, les partisans d'Hillary assument. Eux s'adressent à l'Amérique du futur et pas à cette Amérique hors d'atteinte, déclassée, qu'ils ne peuvent plus séduire.
En fait, il y a peu de choses que Mike aime. Il y a Dieu, le tabac et son lobby qui financent ses campagnes, et il y a Noël. Je suis Mike Pence. Noël est une période magnifique de l'année et c'est d'autant plus vrai dans l'Indiana. I'm a Christian, a conservative, and a Republican in that order. Mike Pence est le pompier en chef. Columbus, 7 juin 1959. C'est dans cette petite ville de l'Indiana que naît Mike Pence. En bon petit-fils d'immigrés irlandais, Mike grandit dans le respect de la religion catholique, des valeurs démocrates et dans la fascination pour JFK. À l'âge adulte, il étudie le droit à l'université d'Indiana et intègre le journal de l'école. Il y publie quelques caricatures à peu près bien dessinées, mais qui laissent sceptique quant au potentiel comique de l'auteur. Les notes ont augmenté. Parle pour toi, mec. C'est également à cette période que Mike décide de consacrer sa vie à Jésus-Christ et devient chrétien évangélique. Hostile à l'avortement, il abandonne les démocrates pour le parti républicain et tente de se faire élire au Congrès. Mais Mike utilise les dons reçus pour sa campagne pour payer le crédit de sa maison, la voiture de sa femme et ses tournois de golf. Rien d'illégal, mais il perd la confiance de ses électeurs et échoue lamentablement. Mike se retire alors quelque temps de la vie politique et anime une émission de radio dans laquelle il s'offusque de l'évolution des mentalités. Alors comme ça, l'adultère ne serait plus un problème dans l'Indiana et aux États-Unis ? En 2000, il se relance en politique et il fait campagne en parlant de lui à la troisième personne. Notre campagne se concentre sur Mike Pence et ce en quoi Mike Pence croit. Mike enchaîne les victoires et en 2013, il devient gouverneur de l'État de l'Indiana. Mike n'aime ni les malades du sida, ni le mariage gay, ni les migrants syriens, ni même la théorie de l'évolution. Est-ce que je crois en l'évolution ? J'aime croire que Dieu a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. En fait, il y a peu de choses que Mike aime. Il y a Dieu, le tabac et son lobby qui financent ses campagnes, et il y a Noël. Je suis Mike Pence. Noël est une période magnifique de l'année et c'est d'autant plus vrai dans l'Indiana. Bref, Mike est un mec bien et le colistier idéal de Trump pour séduire l'ultra-droite américaine. Voici le prochain vice-président des États-Unis, le gouverneur Mike Pence. Très vite, Mike doit rattraper les dérapages de Donald. Et il essaie même de reconquérir les électeurs perdus comme chez ce coiffeur afro-américain, qui ne s'intéresse visiblement pas à la politique. Et vous êtes qui au fait ? Mike Pence. Mike Pence ? Oui, je suis le gouverneur de l'Indiana en course pour devenir vice-président des États-Unis. Ouh, cool mec. La semaine dernière, de vieux propos sexistes de Donald sont ressortis. Et Mike prend pour la première fois du recul avec Trump. Je ne peux pas fermer les yeux devant ces propos et je ne peux pas les défendre. Pour beaucoup de spécialistes, l'élection de 2016 semble être déjà perdue pour les Républicains. Mais en quelques semaines, Mike est devenu le nouvel homme fort du parti. Et il se positionne désormais comme un prétendant sérieux pour l'élection de 2020. Il y révèle alors la fascination quelque peu douteuse qu'il éprouve pour elle. Si Ivanka n'était pas ma fille, je sortirais peut-être avec elle. Vous êtes trop bizarre. She is one of the most famous daughters in the world. Her name is synonymous with money and lots of it. Her father is one of this country's most recognizable figures. The presidential frontrunner, Donald Trump, who's with us. We're about Donald Trump's secret weapon. Ivanka Trump est la fille à papa. New York, 30 octobre 1980. Dans une petite maternité de Manhattan, Ivana, une ancienne mannequin tchécoslovaque, et Donald Trump, le richissime homme d'affaires, accueillent leur nouvelle merveille, Ivanka. Ivanka et ses deux frères, Donald Jr. et Eric, grandissent avec leurs parents dans ce petit triplex de 3000 m² en face de Central Park. Ensemble, ils partagent la même passion du sourire parfait. À 15 ans, Ivanka anime la version pour adolescentes de l'élection des Miss USA, produite par son père. Accueillons la belle Ivanka Trump. La jeune femme est déjà bien loin des rêves puérils des filles de son âge. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Évidemment, j'adore le mannequinat, mais je pense que je vais me diriger vers la finance. Waouh ! J'espère que quelqu'un peut vous pistonner. Un an plus tard, Ivanka commence pourtant une carrière de mannequin et défile pour les plus grands couturiers du monde comme Versace ou Thierry Mugler. Parallèlement, elle commence des études d'économie et sort en 2004 de la Wharton School of Business avec les félicitations du jury et celles de son père.
Mais alors que les pères normaux vont offrir une télé, un canapé ou un aquarium, Donald, lui, préfère lui offrir tout ce qui va autour. Super cadeau que mon père m'a fait. Un appartement pour mon diplôme. Donald décide alors de faire d'Ivanka le visage de son empire. Il la nomme vice-présidente et lui demande de présenter les spots publicitaires de la compagnie avec une voix grave et inutilement sensuelle. J'aimerais vous accueillir personnellement à la tour Trump. Donald l'impose également à ses côtés dans son émission de télé-réalité The Apprentice et sur les plateaux télé. Il y révèle alors la fascination quelque peu douteuse qu'il éprouve pour elle. Si Ivanka n'était pas ma fille, je sortirais peut-être avec elle. Vous êtes trop bizarre. Lorsque Donald se présente à l'élection présidentielle, Ivanka devient son joker féministe. À chacun de ses dérapages sexistes, Ivanka fait le tour des télés pour défendre son papa. Mon père a toujours engagé des femmes incroyables aux postes les plus importants de sa société. On la retrouve également en visite sur les chantiers en tailleur et talons aiguilles. Vous avez fait du super boulot. Mais certaines affaires sont venues ternir l'image d'Ivanka. Elle a récemment acheté un collier, mais le bijoutier ne voulait pas d'argent Trump et a préféré tout reverser à la campagne d'Hillary. Chère Ivanka, merci beaucoup pour votre achat. Nous sommes heureux de vous informer que l'argent de votre vente vient d'être généreusement donné à la campagne d'Hillary Clinton, en espérant que votre collier vous plaira. Il y a quelques mois, Ivanka a aussi dû rappeler 20 000 vêtements de sa propre marque fabriqués en Chine et ne respectant pas les normes de sécurité américaines. Personne ne sait si en cas d'élection, Donald obligera sa fille à fabriquer ses produits aux États-Unis, comme il veut le faire avec Apple, et en tout cas, il cédera sa place à Ivanka à la tête de son empire. L'entreprise gagnerait certainement en sensualité, pas sûr en revanche que le pays dirigé par son père puisse en dire autant. Depuis notre premier passage dans le Dakota du Nord, début septembre, le décor a bien changé. L'hiver s'est installé et les enfants s'adonnent aux joies de la glisse. Le campement anti-pipeline ressemble même à une station de sport d'hiver. Sauf qu'ici, le drapeau américain est à l'envers, en signe de colère. Depuis 48 heures, des vétérans de l'armée américaine arrivent de tout le pays. On en attend au moins 3000. Les anciens combattants ont collecté plus d'1 million de dollars pour venir prêter main forte aux Sioux. Du coup, les grands médias font enfin le déplacement. Ces hommes ont combattu en Corée, au Vietnam. Les plus jeunes ont fait l'Irak et l'Afghanistan comme Bill. On n'est pas là pour provoquer la violence, mais pour l'arrêter. J'en ai eu marre d'entendre et de voir sur les réseaux sociaux tout ce bazar. J'en ai parlé à d'autres vétérans. On était tous d'accord pour venir, donc on est là. Voici les images qui ont révolté les vétérans. C'était le 20 novembre 2016. Depuis des mois, des militants manifestent pacifiquement devant le chantier. Mais ce soir-là, la milice qui protège le pipeline se lâche. Elle tire à bout portant des balles en caoutchouc qui font de gros dégâts. Dude, are you all right? Come on, stop! He's down! He's down! Come on, man! Come on, let's get out! Let's get out! Des canons à eau font vaciller les manifestants. Il fait 5 degrés en dessous de zéro. Bilan, 167 blessés, dont 7 hospitalisés. Une New-Yorkaise de 21 ans a le bras explosé par une grenade. Une Indienne Navarro perd l'œil à cause d'une grenade lacrymogène. D'autres manifestants portent la trace des balles en caoutchouc tirées par la police. Voici le barrage tenu par les forces de sécurité pour empêcher les manifestants d'accéder au chantier. L'oléoduc est construit à 95%. Seule la partie qui doit traverser la rivière Missouri n'est pas achevée. Les militants redoutent une pollution des eaux, car début décembre, à quelques kilomètres du camp, un autre pipeline a rompu. 700 000 litres de pétrole se sont répandus dans la nature.
Depuis des mois, chaque matin, c'est le même rituel. Les militants marchent pacifiquement sur le barrage et la milice du chantier surveille. Aujourd'hui, une grande nouvelle arrive de Washington. Obama vient d'interdire à la société pétrolière de faire passer son tuyau sous le Missouri. De quoi redonner espoir aux Indiens. Et même si Trump, lui, est favorable au projet, ici aujourd'hui, Sioux et vétérans font la fête. Chacun de vous fait partie de l'histoire. Cet événement n'arrivera plus jamais. Si vous et les vétérans n'étiez pas venus, ça n'aurait pas pu se produire. Depuis 10 mois, les personnalités se relaient. Aujourd'hui, lunettes noires et barbe blanche, un prof de philo de Harvard. À ses côtés, en treillis, un vétéran converti à l'écologie. 2 figures du mouvement afro-américain. Il faut qu'on s'unisse pour y arriver. Ils ne doivent pas nous diviser. Ce n'est ni un problème d'Indiens, ni de Noirs. Quoi qu'il arrive, nous devons rester unis dans le combat. La lutte contre le serpent noir est un symbole. C'est une manière de garantir la souveraineté des Indiens, de protéger leur eau et leur territoire. Le lendemain, le blizzard s'abat sur le camp. Des vents à plus de 60 km/h, 20 degrés en dessous de zéro. Et les jeunes vétérans qui débarquent ne sont pas équipés. Lyle est new-yorkais, il a combattu en Afghanistan. T'es équipé en Gore-Tex? Non. J'ai rien prévu. J'étais sur la route quand j'ai décidé de venir. Ce brûleur, tu l'allumes toute la nuit et ça chauffe très bien. Tant que tu le gardes sous la tente, parce que s'il gèle, il ne va plus fonctionner. Et sans chauffage, ici, on meurt dans son sommeil. Des recommandations à suivre à la lettre pour survivre. Seules les têtes brûlées n'ont pas peur du blizzard. Les vétérans les plus déterminés sont là pour en découdre. Malgré la tempête, ils marchent sur le barrage. Mais la milice du chantier, elle, est restée au chaud. Il fait moins 40 degrés. L'obstination des vétérans finit par inquiéter les leaders indiens. Le froid pourrait faire des victimes. Le grand chef Sioux siffle la fin de la partie. C'est le moment de rentrer à la maison. Je vous suis très reconnaissant d'être venu à Standing Rock pour nous soutenir, mais ça n'a pas de sens de rester ici, dans un environnement aussi dangereux. Un grand nombre de vétérans décident de lever le camp. C'est le cas de Dave, 50 ans, un ancien des services secrets militaires. Là, les conditions météo deviennent vraiment dangereuses. Il vaudrait mieux ne pas prendre la route. Parce qu'en cas d'accident, aucune ambulance ne viendra jusqu'ici. Et pourquoi? Parce qu'elles non plus ne pourront pas rouler. Le long des routes, des voitures abandonnées par dizaines. La nuit est proche. Dave ne peut pas continuer. Au bout de 10 km, il préfère se réfugier dans le premier hôtel, un casino qui appartient aux Sioux. La tempête a vraiment bouleversé les choses. On doit assurer la sécurité des gens. Il faut que les vétérans arrivent ici sains et saufs et rentrent chez eux sains et saufs. Dans cet hôtel coupé du monde, les vétérans s'entassent à 5 par chambre. La nourriture commence même à manquer et la salle des jeux est devenue un immense dortoir où les Sioux rendront ce soir un hommage aux vétérans. C'est un grand honneur que vous, les vétérans, soyez venus des 4 coins du pays pour soutenir les Standing Rock Sioux. Il s'agit de nos enfants et des générations à venir. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Le pétrole ne fait pas de discrimination. Une fois dans l'eau, il empoisonne tout le monde.
Le moment est historique. Jamais autant de vétérans ne s'étaient rassemblés depuis la guerre contre le Vietnam dans les années 70. Je suis vraiment désolé de ce qui t'est arrivé. Un vétéran réconforte l'Indien Navarro, grièvement blessé dans les violences du 20 novembre. Ça, c'est mon bandeau pour cacher mon œil. Et vous voyez encore de cet œil? Non, je ne reverrai jamais. Je n'ai seulement que 5% de chance de distinguer un jour un peu de lumière. Je ne reverrai jamais. Le lendemain matin, Dave ne peut toujours pas reprendre la route. Ça, c'est le blizzard du Dakota du Nord. C'est son 3e voyage ici. Le combat des Indiens est devenu une affaire personnelle. Quand j'étais dans l'armée, j'ai juré de me battre contre ce genre d'injustice, que ce soit ici dans mon pays ou bien à l'étranger. C'est pour ça que je suis venu. Je pense que quand les vétérans ont annoncé qu'ils arrivaient, Washington a voulu calmer le jeu. Mais que se passera-t-il quand on ne sera plus là? Les choses risquent de se dégrader vite. Je suis sceptique. La guerre n'est pas finie. Ils ne vont pas arrêter de creuser. La tempête aura duré 48 heures. La plupart des militants sont partis, mais pour 1500 irréductibles, la lutte continue. La société pétrolière a annoncé qu'elle allait reprendre les travaux, quitte à payer 50 000 $ d'amende par jour. Les protecteurs de l'eau, eux non plus, ne veulent pas lâcher l'affaire. Ils restent à l'affût et comptent bien passer l'hiver ici. Comme ce vétéran de 52 ans. Cruz a dit que même si une femme saignait jusqu'à en mourir, l'avortement ne devrait pas être légal. C'est effrayant de l'imaginer à la Maison-Blanche. Sous la neige du New Hampshire la semaine dernière, Ted Cruz a réuni quelques dizaines de fans dans la grande maison communale du coin. Bonjour. Ce jour-là, le candidat républicain arrive auréolé d'une grande victoire. Il vient de battre le favori des sondages dans l'Iowa, Donald Trump. Il savoure. Que Dieu bénisse le grand État du New Hampshire. Quelle incroyable victoire. Cruz a beau avoir perdu la 2e primaire organisée mardi dernier ici dans le New Hampshire, il n'en est pas moins la surprise des primaires républicaines. Personne ne l'attendait. Personne n'avait vu venir sa victoire sur Trump le 1er février dernier. Comment s'est construit Ted Cruz? Il a été conseiller de George Bush pendant sa campagne en 2000, puis sénateur du Texas, et maintenant candidat aux primaires avec son bus de campagne. Cruising to Victory, en route vers la victoire, un jeu de mots sur son nom. Apparemment, il aime bien les jeux de mots sur son nom. Son slogan de campagne, c'est Trusted, celui qu'on peut croire, avec son nom qui se détache. Mais Ted n'est pas un rigolo. Ok, qui veut dire les grâces? Très bien. C'est même un conservateur pur et dur. Il est pour la peine de mort, contre l'immigration, contre le mariage homosexuel, contre le contrôle des armes. I'm Ted Cruz and I approve this message. La caricature du républicain qui fait cuire du bacon sur son arme. Machine gun bacon. Mais surtout, Ted Cruz est un fervent évangéliste, un fanatique de l'Église. Il croit en sa victoire parce que Dieu en personne lui a demandé de se présenter à l'élection. C'est du moins ce qu'il raconte à longueur d'interview.
Je lui ai dit, Seigneur, est-ce le chemin que je dois emprunter? Je lui ai demandé, alors il m'a ouvert la porte, montré la lumière. Je ne lui demande pas, Dieu, fais-moi gagner cette élection, mais aide-nous à trouver la foi et aide-nous à comprendre ton amour à travers nos pas, à travers ce que nous faisons. Tout a commencé quand il était petit, probablement à cause de son père, un pasteur. Ted a grandi avec une Bible dans la main, ici, à Houston, Texas. Il fait sa scolarité dans le lycée évangélique de la ville. Nous y retrouvons Elsa Loser, son ancienne prof de morale, il y a presque 30 ans. Juste là, c'est Ted Cruz. Il avait 18 ans. Il parlait déjà de sa foi, de son amour du Seigneur. Il était déjà un fervent croyant. Le petit Ted était parfait. Premier de la classe, lycéen surdoué et déjà obsédé par la politique. À l'époque, il est capable de réciter la Constitution américaine par cœur. Ted m'apprenait des choses que je ne savais pas moi-même sur notre pays, sur la Constitution. Il écrivait à merveille. C'était un grand orateur. Ça ne me surprend pas du tout qu'il entreprenne de grandes choses aujourd'hui. Il avait du succès avec les filles? Je ne me rappelle pas l'avoir vu avec une seule fille. Mais Ted avait autre chose en tête. Ça ne l'intéressait pas d'avoir une copine. Il voulait faire d'autres choses. Il avait déjà bien défini son objectif. Évidemment, jouer au docteur avec les filles, ce n'est pas très Jésus-compatible. De toute façon, à 18 ans, il a d'autres ambitions. Je veux dominer le monde, être riche, puissant, ce genre de choses. Être président des États-Unis, en gros. Une ambition démesurée, toujours intacte, et qui ne fait pas plaisir au microcosme politique. Au Houston Chronicle, le plus grand quotidien du Texas, nous avons rendez-vous avec le journaliste politique maison, Dylan Badour. Selon lui, tout le monde déteste Ted Cruz, même dans son propre parti. Beaucoup de gens le décrivent comme quelqu'un avec qui il est très difficile de travailler. Quelqu'un de pénible, prétentieux, arrogant. Beaucoup de gens sont effrayés à l'idée de savoir ce qu'il va faire s'il devient président, parce qu'il est vraiment extrême. Son succès aujourd'hui montre bien un virage du pays vers l'extrême droite. Ted le Bigot est le chouchou du Tea Party et de l'extrême droite américaine, notamment grâce à un combat cher aux sénateurs. Il veut criminaliser l'avortement. Aujourd'hui, la justice devrait ouvrir une enquête et prouver que le planning familial est une entreprise criminelle qui enfreint la loi. Et sur le terrain, Ted Cruz s'appuie sur des milliers de bons petits soldats pour propager sa mauvaise parole. Aujourd'hui, les pro-Cruz ont décidé de cibler cette clinique qui pratique des avortements de façon tout à fait légale dans le centre de Houston. Des militants qui se montrent même menaçants, comme Carey. On veut être aussi méchant que possible. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que celui qui tuait son prochain mérite la peine de mort. C'est un lieu de crime. On y tue des êtres humains. La vérité, c'est que vous assassinez vos enfants. À coups de mégaphone et de versets de la Bible, Elle trouvera le salut dans la foi du Christ. patientes et gynécologues sont harcelés. À l'intérieur, le docteur Rosenfeld. Il est régulièrement menacé de mort. J'ai retrouvé des balles sur mon parking. Ils me prennent pour le diable parce que je pratique des avortements. Le médecin est l'un des derniers du Texas à oser pratiquer des avortements. Il est inquiet. Les législateurs ont passé des lois qui ont fait fermer la moitié des cliniques au Texas. Cruz a dit que même si une femme saignait jusqu'à en mourir, l'avortement ne devrait pas être légal. C'est effrayant de l'imaginer à la Maison-Blanche. Il n'y a pas que les médecins qui ont peur de lui. Ted Cruz est un latino, un fils d'immigrés cubains. Mais il est aussi dur que Trump sur l'immigration, de quoi lui aliéner le vote hispanique. Ce matin-là, 2 pasteurs sont les invités d'une radio évangélique hispanophone de Houston. Ils sont reçus par Adrian Pontes, l'animateur vedette de l'émission.
Bonjour. Merci d'être venu. Asseyez-vous ici. On va parler de Ted Cruz, le sénateur du Texas, et de sa position sur l'immigration. Sa position contre les immigrés, c'est ce qui a fortement choqué la communauté évangélique hispanique. Ce n'est pas le candidat de Dieu. Il se rapproche de certaines valeurs chrétiennes, mais ce n'est pas l'envoyé de Dieu. Il ne va pas résoudre nos problèmes. Ted Cruz veut annuler l'amnistie des illégaux, mettre en place une forme de préférence nationale pour les emplois et construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Pas très chrétien tout ça, ni latino-friendly. Il est dangereux car il laisse une grande partie du peuple américain sur le banc de touche. Les travailleurs, les immigrés, les pauvres. Il ne pense pas aux besoins des plus faibles. Ce qui est certain, c'est qu'il utilise une posture chrétienne pour arriver à ses fins en politique. Il se présente en homme de Dieu, mais c'est juste un politique comme les autres, rien de plus. Le sénateur du Texas a marqué des points, mais il en faudra plus pour gagner les primaires. Dieu est peut-être de son côté, mais pas Donald Trump. Et c'est toujours lui, le favori des sondages.